Elle pensait rendre service à un inconnu, une simple douche, un repas chaud. Mais dans le silence de cet homme sans nom, elle allait reconnaître un regard. Et dans son sac, elle allait retrouver un fragment d'elle-même. Ce qu'elle va découvrir va la faire vaciller. Et si, en aidant un sans-abri, elle ouvrait la porte non seulement à un inconnu, mais à son propre passé? Lyon, décembre. L'air est froid, tranchant. La ville bruisse de ses derniers préparatifs de Noël. Les guirlandes suspendues entre les rues piétonnes clignotent paresseusement dans la brume. Les vitrines débordent de fausses neiges, de jouets, de lumière. Mais derrière le décor, les rues restent les mêmes, grises, pressées, indifférentes. Claire, 38 ans, glisse parmi la foule sans vraiment y être. Professeure d'histoire géo dans un collège public, elle a l'âme discrète, presque invisible. Chaque matin, elle prend le tram à la même heure, s'assoit au même endroit, écoute les mêmes podcasts. Chaque soir, elle rentre seule, prépare des lentilles ou une soupe maison, puis lit ou regarde un vieux film français. Mais il y a quelque chose qui a changé dans son quotidien ces dernières semaines. Ou plutôt, quelqu'un. Un homme. Toujours au même coin de rue, près de la station de métro Bellecour. Il ne mendie pas, il ne parle à personne, il lit. Le même livre, toujours posé sur ses genoux. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il ne ressemble pas aux autres SDF qu'elle croise. Il ne pue pas l'alcool, il ne parle pas seul, il ne réclame rien. Son regard est calme, presque digne. Il lit comme s'il était dans une bibliothèque, alors qu'il est assis par terre, entre deux bouches d'aération. Un jour, elle l'a observé plus longtemps. Il avait un carnet sur ses genoux. Il dessinait, rapidement. Intérieurement, elle s'est dit « ce n'est pas un vagabond comme les autres ». Puis, elle est montée dans le métro et la vie a repris. Jusqu'à ce soir-là. Le ciel est noir, la pluie lourde. Une pluie glaciale qui transperce les manteaux. Claire rentre tard. Une réunion interminable avec le proviseur, un contrôle à corriger dans le tram. Elle a hâte d'arriver chez elle, de se glisser sous un plaid, une tasse de thé brûlant à la main. Mais quand elle sort de la bouche de métro, elle le voit. L'homme, le lecteur de l'Alchimiste. Il est là, adossé à un mur, trempé, les épaules secouées par le froid, ses doigts crispés autour du livre, maintenant détrempés. Il n'a plus de sac, juste ce livre, et son regard, vide, lointain. Il ne lit plus. Il endure. Claire ralentit. Elle sent la pluie sur sa nuque, coule le long de son cou. Ses pieds s'arrêtent d'eux-mêmes. Une lutte commence dans sa tête. Ce n'est pas ton problème, tu ne le connais pas, tu n'as aucune raison. Mais une autre voix, plus ancienne, plus profonde, murmure. Regarde-le. Il ne demande rien. Il attend juste que quelqu'un le voie. Elle se tourne, fait 10 pas, puis s'arrête, se retourne. Son cœur bat plus vite. C'est absurde. Mais elle s'approche. Bonsoir, vous allez bien? Il lève les yeux lentement. Il semble surpris, comme s'il ne s'attendait plus à ce qu'on lui parle. Il ne dit rien. Il hoche simplement la tête. Vous avez un endroit où aller ce soir? Il baisse les yeux, puis murmure. Non, mais je vais me débrouiller. Claire regarde autour. La pluie devient plus forte. Les passants se pressent, personne ne les regarde. Elle inspire. Je vis à 2 rues d'ici, si vous voulez, juste pour vous réchauffer. Prendre une douche, manger quelque chose. J'ai une machine à laver aussi, si vous voulez nettoyer vos vêtements. Il ne répond pas. Il la regarde, longtemps. Puis, doucement, hoche la tête. Merci. Vraiment. Ils marchent ensemble sans dire un mot. 2 étrangers que tout sépare, mais que la pluie semble réunir. Claire serre son sac contre elle. Son esprit est en alerte. Elle doute, elle craint. Mais quelque chose de plus fort la pousse. Ce qu'elle ignore, c'est qu'en rentrant chez elle avec cet inconnu, elle s'apprête à retrouver un fantôme du passé. L'appartement de Claire est petit mais chaleureux. 2 pièces, murs blancs, quelques plantes vertes, une bibliothèque débordante. Une odeur de cannelle flotte encore dans l'air, son diffuseur automatique. Une musique douce passe en fond. Du piano. Erik Satie. La salle de bain est là, au fond du couloir. Les serviettes sont propres, je vous laisse vous doucher. Prenez votre temps. L'homme hoche la tête, sans dire un mot. Il s'engouffre dans la salle de bain, referme la porte doucement. Pas de claquement, presque comme un invité. Claire reste figée. Elle entend l'eau couler. Un bruit banal, mais qui lui semble irréel. Un sans-abri prend une douche dans sa salle de bain. Qu'est-ce que tu fais, Claire? Elle s'approche de la porte d'entrée, verrouille, par réflexe. Puis tourne en rond. Son regard tombe sur le sac de l'homme.
Un vieux sac à dos usé, posé là dans l'entrée, détrempé, sale, comme recouvert de kilomètres de pluie et de silence. Il n'est pas fermé. Claire n'a jamais été curieuse. Mais cette fois, c'est plus fort qu'elle. Elle s'approche. Ses doigts tremblent légèrement. Elle ouvre doucement. À l'intérieur, des vêtements sales. Un gobelet McDo vide. Une trousse et un carnet. Noir. Reliure en cuir. Plutôt bien conservé malgré tout. Claire hésite, puis l'ouvre. Sur la première page, un dessin au crayon. Un visage. Son visage. Une adolescente de 14 ou 15 ans. Cheveux longs, attachés en demi-queue. Une mèche sur le front. Un regard rêveur, presque mélancolique. Elle reconnaît instantanément sa photo de classe de 4e. Son cœur s'arrête. Elle tourne la page. Un autre portrait. Encore elle, plus jeune, en robe d'été, debout dans une cour d'école. Et puis, une phrase, écrite à l'encre bleue. Claire, mon premier amour, mon regret éternel. Claire lâche le carnet. Il tombe sur le sol avec un bruit sourd. Elle recule. Les larmes montent, elle halète. Son esprit tourbillonne. Qui est-il? Comment connaît-il son prénom? Pourquoi? Pourquoi la dessine-t-il? Ce SDF, ce n'est pas un inconnu. Pas vraiment. L'eau s'arrête de couler. Claire est toujours dans l'entrée, figée, les mains tremblantes. Elle ramasse doucement le carnet, le range dans le sac comme si elle voulait annuler ce qu'elle venait de voir. Mais c'est trop tard. L'image est là. Le souvenir est réveillé. La porte de la salle de bain s'ouvre. Il sort vêtu d'un vieux sweat qu'elle lui a prêté. Barbe encore humide, les cheveux propres, il semble humain, fragile, comme lavé d'une couche de misère. Il la voit. Elle le fixe, livide. « C'est quoi ce carnet ?» demande-t-elle d'une voix presque étranglée. Il ne répond pas tout de suite. Il regarde autour, puis vers son sac, et comprend. Elle l'a ouvert. « Je peux expliquer. » »« Explique alors, maintenant. » Il s'approche lentement, les mains ouvertes, paumes visibles, comme pour la rassurer. Ses yeux, pour la première fois, croisent vraiment les siens. « Claire, c'est moi, Jules. » Le prénom tombe comme une bombe. Claire vacille. Un vertige la prend. Elle se retient à la commode. « Jules ?» répète-t-elle, la voix fendue. Il hoche la tête. « Jules Morin, collège Léo Lagrange, classe de 4e B. Tu m'avais défendu quand Thomas et sa bande me bousculaient. Tu m'avais dit, tu sais dessiner mieux qu'eux ne sauront jamais écrire. Tu t'en souviens? » Le sol se dérobe sous ses pieds. Des flashs, une cour de récréation. Un garçon maigre aux cheveux longs à l'écart. Un dessin dans son cahier. Elle qui l'observe, qui lui parle. Puis, le silence. Il avait disparu, un jour, sans un mot. Et elle avait oublié, enterré, comme on enterre les blessures d'adolescence. Elle s'assoit. Elle n'arrive plus à respirer. Le sans-abri chez elle, c'est Jules. Le garçon effacé, le fantôme d'un souvenir. Et il a dessiné son visage pendant 20 ans. Le silence s'installe, dense, presque sacré. Seule la pendule égrène les secondes, comme si le temps s'était soudain ralenti. Claire, toujours assise, tente de reprendre son souffle. Jules reste debout, à distance, comme s'il avait peur de briser quelque chose. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as disparu ?» Il ferme les yeux un instant. Un soupir long comme une confession. Ma mère est tombée malade, un cancer fulgurant. Mon père a fui. On a tout perdu en 2 mois. Plus de maison, plus de collège. On a été déplacés, puis hébergés, puis dispersés. Elle est morte quelques semaines après. J'avais 15 ans. Claire se sent transpercée. Son estomac se noue. Elle ne sait pas quoi répondre. Et après, il hausse les épaules. Après, j'ai vécu. Comme j'ai pu. Petit boulot, foyer, squat et toujours ce carnet. Tes dessins, tes mots. C'était mon seul fil. Le seul qui me disait que j'avais compté pour quelqu'un, que j'avais existé. Elle fond en larmes. Pas de pitié, pas de gêne, de la douleur brute. Elle n'avait jamais su, jamais cherché. Il continue. Je suis revenu à Lyon il y a quelques mois. J'avais un espoir. Je voulais voir ce que tu étais devenu. Pas pour te demander quoi que ce soit. Juste savoir. Te revoir. Et je t'ai vu. 1 fois, puis 2. Toujours pressée, toujours polie, toujours élégante. Et j'ai compris. Compris quoi? Souffle-t-elle. Que tu étais devenu tout ce que moi je n'étais pas. Et que c'était très bien comme ça. Alors je me suis contenté de te regarder passer. Ces mots la percutent comme un ouragan. Elle revoit ces jours où elle l'avait croisé dans la rue. Ce regard furtif, cette sensation étrange, c'était lui. Il était là, depuis le début. Et elle ne l'avait pas reconnu. Elle se lève, s'approche, le regard droit dans les yeux. Tu aurais dû me parler.
Il esquisse un sourire triste. C'est toi qui m'as tendu la main, Claire. Encore une fois. Les jours suivants s'écoulent dans un entre-deux étrange, presque irréel. Jules reste, pas dans une chambre d'amis. Claire n'en a pas. Il dort sur le canapé. Il partage les repas, les silences, quelques souvenirs. Lentement, une intimité ancienne refait surface, timide, fragile. Mais le doute plane. Claire n'en parle à personne. Comment expliquer qu'elle héberge un SDF? Qu'elle l'a reconnu comme un ami d'enfance. Et surtout, qu'elle sent renaître en elle une tendresse qu'elle croyait éteinte. Un soir, elle rentre plus tard. Le salon est plongé dans la pénombre. Jules n'est pas là. Sur la table, une feuille, un dessin. Elle le prend. C'est elle encore, endormie sur le fauteuil, le visage paisible, d'une précision bouleversante. En bas, une simple phrase. « Si je peux encore dessiner ta paix, alors je ne suis pas perdue. » Elle pleure, longtemps. Mais le lendemain, tout bascule. Claire reçoit un appel anonyme, une voix rauque. « Tu héberges un mec louche. On l'a vu fouiller dans ton courrier, méfie-toi. » Elle raccroche, le cœur battant. Le doute l'envahit. Elle se met à observer Jules différemment. Il est dans la cuisine, il sourit. Mais, et s'il mentait? S'il n'était pas ce qu'il prétend être? Le soir, elle le confronte. La colère, la peur, l'incompréhension éclatent. « T'as fouillé dans mon courrier? Tu mens sur qui tu es? Pourquoi t'es vraiment là, Jules ?» Il est choqué, il recule. « Claire, jamais. Je te jure que non. » Mais le mal est fait. La confiance se fissure. Claire le fixe, le doute dans les yeux, la rage dans le cœur. « Tu dois partir. » Un silence de mort. Puis il prend son sac, il s'approche de la porte. « Je n'aurais jamais dû revenir. » Et il disparaît dans la nuit. Claire reste seule, vide, dévastée. Elle ne le sait pas encore, mais ce départ est le début d'une transformation profonde. Et la vérité, celle qu'elle découvrira bientôt, va lui faire perdre connaissance, littéralement. 3 jours ont passé. 3 jours où Claire erre dans son propre appartement comme une étrangère. La lumière est toujours tamisée. Le piano ne joue plus. Le silence, lui, est devenu assourdissant. Elle n'a pas osé parler de Jules à ses collègues, ni à ses amis. Personne ne comprendrait. Elle a tenté de reprendre le cours de sa vie, mais son esprit revient sans cesse à lui, à ses dessins, à sa voix, à ce regard plein de gratitude et de blessures. Et ce coup de fil, était-ce vrai? Ou une peur injectée dans son esprit, nourrie par ses propres préjugés? Un soir, alors qu'elle tente vainement de ranger le salon, une idée la traverse comme un éclair. Elle ouvre Google, tape Jules Morin, disparition, 2004, Lyon. Et là, un article de journal apparaît. Jeune garçon disparu avec sa mère dans des circonstances tragiques. La mère, atteinte d'un cancer, n'a jamais pu bénéficier d'un traitement adapté. Le père avait fui le domicile familial peu avant. Le garçon, Jules Morin, alors âgé de 14 ans, a été signalé comme disparu puis présumé sans abri. Claire reste figée, la gorge nouée, il n'a jamais menti. Elle tape son nom complet dans Facebook. Rien. Puis dans Instagram. Rien. Puis un forum d'art urbain. Et là, un post avec une photo floue d'un dessin de rue. Une fresque représentant elle-même, en grand, en couleur. À la femme qui m'a appris que même les oubliés peuvent être vus. Claire bondit de sa chaise. Elle enfile son manteau, prend ses clés, sort précipitamment. Elle parcourt les rues de Lyon comme une possédée. Direction, le quartier de la Guillotière, là où l'on trouve souvent les artistes de rue, les marginaux, les oubliés. Elle interroge des passants. Montre le dessin sur son téléphone. Une femme la reconnaît. Oui, ce gars-là, il traînait souvent ici. Il dessinait sur les murs, sur des cartons, partout. Il parlait jamais, juste avec les yeux. Claire court, traverse les ruelles, scrute chaque recoin, et soudain, elle le voit. Assis sur un banc sous un porche, le regard perdu, son carnet posé sur les genoux. Il dessine. Encore. Elle s'approche, il lève la tête, ses yeux s'agrandissent. Il semble prêt à fuir, mais elle ne dit rien. Elle s'approche doucement et sort de son sac le carnet qu'il avait laissé chez elle. Elle le lui tend, ouvert à la page où il a écrit « Claire, mon premier amour, mon regret éternel ». Puis elle murmure « Je me souviens de toi, Jules, je t'ai jamais oublié. J'avais juste oublié comment ressentir. » Il baisse les yeux, tremble, et là, soudain, Claire s'écroule. L'émotion, la tension, la pression accumulée, son corps ne tient plus. Elle s'évanouit. Jules bondit, la rattrape juste à temps, crie à l'aide. La scène est irréelle.
Un homme que tous évitent, que tous ignorent, tient dans ses bras la seule personne qui la regardait comme un être humain. Quand Claire rouvre les yeux, elle est à l'hôpital. Lumière blanche, moniteur, et une silhouette endormie, assise à ses côtés. Il a veillé toute la nuit. Elle le sait. Rien qu'à voir ses yeux rougis, son dos voûté. Elle sourit faiblement. « T'es toujours là. » Il se réveille en sursaut, puis se rassoit, ému. « Je reste, si tu veux bien. » Elle tend la main. Il la prend. Leurs doigts s'entrelacent. Quelques semaines plus tard, Claire a lancé un projet de galerie urbaine participative, avec un objectif simple. Donner une voix à ceux qu'on ne voit pas. Jules en est le premier artiste. Ses œuvres décorent désormais des façades, des halls, des abribus. Ses portraits, pleins d'humanité, racontent les oubliés, les invisibles, les âmes perdues qu'on croise sans regarder. Et parmi eux, un dessin revient souvent. Une femme au regard profond, le cœur grand ouvert. Claire et Jules ne sont pas devenus un couple tout de suite, mais ils se sont retrouvés, au sens le plus fort du terme. Elle a retrouvé le sens du regard. Lui a retrouvé le droit d'exister. Ce que tu offres sans rien attendre peut parfois te révéler plus que tout ce que tu croyais avoir perdu. Parfois, un simple geste, une douche, une parole, un regard peut sauver une vie. Ou te sauver toi-même.